Le crime de Rouletabille, d'après Gaston Leroux. Adaptation, Stéphanie Reynaud et John Mack. Interprétation, Patrick Blandin, Patrick Martinez-Bourna, Philippe Collin, Stéphanie Reynaud, Frédéric Chevaux. Un programme Maurice Clément Fèvre. Chapitre 9. Hypothèse. On imagine facilement le retentissement dans Paris de cette nouvelle inouïe. Rouletabille vient d'être arrêté. Et quand on sut, quelques heures plus tard, de quel crime le célèbre reporter était accusé, on peut dire que toute la ville ne s'occupa plus que de ce scandale tragique. Survenant si peu de temps après le drame de Sainte-Adresse, lequel avait déjà excité singulièrement toutes les curiosités, l'affreux massacre de Passy acheva de bouleverser l'opinion publique. Les noms de Rouletabille et de Roland Boulanger étaient sur toutes les lèvres. J'ai encore devant moi les journaux qui parurent le lendemain matin. Ils étaient pleins du funeste événement. D'une façon générale, bien que l'on regrettât la disparition d'une personnalité scientifique de la valeur de l'illustre professeur, on était d'accord pour faire entendre que Roland, avec son mépris de la morale courante, était assez naturellement arrivé au bout de sa chance. Et l'on réservait toute pitié pour la seule victime intéressante des coups de revolver de Rouletabille, cette pauvre Thérèse Boulanger, qui certainement en mourrait elle aussi. Quant au reporter, on ne trouvait nullement son geste condamnable dans l'état de nos mœurs. Un mari surprend sa femme avec un ami dans des conditions telles qu'il ne saurait mettre en doute la nature du rendez-vous. Il supprime les deux coupables. L'affaire n'était pas neuve. Évidemment, l'affaire n'était pas neuve si elle s'était passée comme ça. Mais moi, j'étais persuadé qu'elle ne s'était pas passée comme ça. Moi qui, quelques instants avant l'arrestation, me trouvais encore avec Rouletabille, moi qui me rappelais, certes, ses propos désenchantés, mais son calme dans le désespoir, moi qui l'entendais encore dire « Mon malheur, je l'ai trop prévu pour qu'il déchaîne la foudre, et puis la tuer ». C'est lui prouver que je l'aime encore et c'est elle qui triomphe, non. Elle vivra, je lui dirai mon dégoût, sans paraître étonné, et puis je continuerai ma route en lui tournant le dos. Moi qui me souvenais de ces choses, je savais bien que Rouletabille était innocent de tout ce sang versé. On me dira qu'il s'était bien gardé cependant de me faire part de son passage dans la petite maison de Passy, où il était allé de toute évidence constater son malheur. Mais je pouvais penser que s'il ne m'en avait point parlé, c'est qu'il n'en avait pas eu le temps. Est-ce que le commissaire de police mi-froid n'était pas arrivé juste dans le moment qu'une étreinte fraternelle nous réunissait après ses premières et atroces confidences? D'autres certainement allaient suivre. Pourquoi m'eût-il caché quelque chose? Enfin, s'il avait commis le crime, je le connaissais assez pour savoir qu'il eût été le premier à se dénoncer. Or, il niait. Aussitôt après le coup de foudre de l'arrestation de Rouletabille, je m'étais fait conduire chez Madame Boulanger. On se rappelle que j'étais avec elle chez Rouletabille à 5h30, détail d'importance, car, en dépit de ce que venait de dire le substitut lequel prétendait que le crime avait eu lieu à 5h-5 exactement, il fut prouvé bientôt qu'il avait été accompli à 5h30. On se rappelle également qu'en descendant de chez Rouletabille, j'avais conduit Madame Boulanger chez le docteur Schall. Je ne la trouvais point chez elle. Je pensais qu'elle pouvait être encore chez le docteur Schall. Les événements avaient été si précipités qu'elle ne devait encore rien savoir. Je n'entrerai point dans le détail de l'heure abominable que nous passâmes. Lorsqu'elle sut enfin la vérité, elle passa 3 jours entre la vie et la mort. Schall ne quitta pas son chevet et parvint à la sauver. Elle le lui reprocha, du reste.
Mais du moment qu'elle n'était point morte, elle voulait vivre pour le venger. Elle aussi était persuadée que Rouletabille était innocent, et je savais bien où allaient ses pensées. Elles allaient où étaient déjà les miennes. L'ardeur qu'elle avait de démêler la vérité lui fit reprendre des forces avec une rapidité extraordinaire. Il faut bien dire du reste que cette sorte de renaissance, de résurrection, était assez factice, car Thérèse ne vivait plus que par les nerfs, jetée hors de son lit par son idée fixe que je partageais et à laquelle il est temps maintenant de donner un nom. Theodora Luigi. Chapitre 10. Nouvelle précision et nouveaux doutes. On n'a pas oublié que le samedi qui précéda le drame de Passy, lequel eut lieu un mardi, je m'étais trouvé à l'Opéra-Comique en face de Theodora Luigi, qui avait déjà donné un successeur à Henri II et qui flirtait ostensiblement avec le célèbre Hélène Parapapoulos. Je pris mes renseignements et j'appris que la redoutable courtisane avait quitté la France avec son nouveau maître le jour même du drame par l'Orient Express de 1h de l'après-midi. Ce renseignement que je m'étais procuré par l'intermédiaire de mes amis de la Sûreté me cassa bras et jambes. J'allai à la gare de l'Est où il me fut confirmé. On comprend mon état d'âme. Il était lamentable. Pour expliquer le crime, je ne me trouvais plus qu'en face de Rouletabille et la parole du substitut me sonnait de furieuses cloches aux oreilles. Vous êtes sorti d'ici à 5 heures et le crime a eu lieu à 5h moins 5 exactement. Je répète qu'à ce moment, rien encore n'était venu relever cette erreur qui accusait si terriblement Rouletabille. Et je passais par des affres, par des doutes, des hypothèses qui me déchiraient. Cette heure avait été établie par les magistrats sur le témoignage de la montre de Roland Boulanger, fracassée par une balle et arrêtée à 5h moins 5. Quant à Rouletabille, il avait été aperçu sortant de la petite maison par une porte qui donnait sur un terrain vague derrière l'impasse Laroche et reconnu par un agent. Tous les agents connaissaient Rouletabille, qui s'entretenait avec une marchande de journaux. Tous deux, l'agent et la marchande, avaient été frappés de la pâleur et de l'air égaré du célèbre reporter qui était passé près d'eux sans les apercevoir. Il parlait tout seul. Comment avait-on découvert le crime ? Par le fait de l'enfant d'un menuisier qui jouait à la bloquette tout seul avec ses billes contre le mur de derrière de la villa elle-même, dans une venelle à laquelle on n'a même pas donné de nom. Au-dessus de lui, à la hauteur du premier étage, derrière des fenêtres aux volets clos, il avait entendu des coups de revolver et des cris et il s'était enfui aussitôt chez lui. Son père était rentré plus d'1 heure plus tard et il n'avait prêté qu'une oreille distraite à l'histoire de l'enfant. Cependant, comme un sergent de ville passait devant son atelier, le menuisier avait dit à l'enfant de refaire son récit devant le représentant de la force publique. Or, le hasard voulut que cet agent fût le même que celui qui avait vu sortir Rouletabille. Il courut à l'endroit désigné par l'enfant et crut entendre des gémissements. C'était sans doute Ivana qui agonisait. Quelques instants plus tard, il pénétrait avec le commissaire de police du quartier dans la fatale petite maison de Passy. On sait la suite. Mais les dires de l'enfant étaient tout à fait vagues pour ce qui concernait l'heure. Il était impossible, à 1 demi-heure près, de préciser l'instant où il avait entendu les coups de revolver. L'arrêt de la montre à 5h moins 5 mit momentanément tout le monde d'accord avec la sortie de Rouletabille à 5 heures. Et en vérité, je comprends les magistrats. Moi-même, dans l'impossibilité où j'étais de me retourner du côté de Theodora Luigi, j'avais besoin de revoir Rouletabille. Or, le reporter ne voulait voir personne pour le moment, pas même son avocat. On le laissait tranquille depuis sa confrontation avec ses victimes, et l'on procédait à l'autopsie de celle-ci. De cette autopsie, on ne tira rien, sinon la confirmation à peu près inutile de ce fait que l'on ne se trouvait point en face d'un suicide consenti par les 2 victimes.
On sait du reste que l'on n'avait trouvé sur les lieux aucune arme. Enfin, la plus sommaire enquête avait démontré que le massacre n'avait été possible que par l'intervention d'un tiers. Ceci étant resté la vérité de l'affaire, nous n'aurons pas une seconde à évoquer l'hypothèse qui fut un instant émise dans un journal, l'Époque. Roland Boulanger et Ivana avaient pu se massacrer l'un l'autre. Je disais donc que dans les ténèbres où je m'agitais, j'avais besoin de revoir Rouletabille. Chapitre 11. La petite maison de Passy. Je savais, par le juge d'instruction, M. Hébert, et par des indiscrétions venues de la prison, que le malheureux était anéanti. Il ne mangeait pas, ne parlait pas, restant étendu sans un mouvement sur sa couchette. Tout le monde l'incitait à avouer, lui disant qu'il serait sûrement acquitté. Il ne répondait pas. Je n'avais reçu qu'un mot de lui. « Occupe-toi de sa tombe, 2 places, une pour elle, une pour moi. » Et maintenant j'ai hâte de me retrouver avec lui dans la seconde visite qu'on lui fit faire au lieu du crime. Averti, je m'y suis rendu avec les magistrats. Rouletabille n'était pas encore arrivé. J'eus une courte conversation avec le juge d'instruction et lui fis part naturellement de tout ce qui pouvait servir mon ami et client, notamment son attitude avec moi si peu d'instants après le crime, alors que, de toute apparence, il l'ignorait encore. Mais M. Hébert paraissait avoir son siège fait. À tout ce que je pus lui dire, il ne répondit qu'en haussant les épaules et qu'en caressant d'un geste un peu agacé ses favoris poivre et sel qu'il portait à l'ancienne mode. Autour de la villa jusque dans l'impasse, malgré le service d'ordre, il y avait une foule incroyable. Les journalistes étaient, comme toujours, encombrants, mais pas un n'avait été admis dans la villa. Pressé par les événements au moment de la découverte du crime, je n'ai donné aucune indication, même sommaire, des lieux. Du reste, je n'avais rien vu que Rouletabille et les 2 corps. Aujourd'hui, regardons. Cette villa, perdue tout au fond de Passy, était charmante. Ce n'était point d'hier que Roland Boulanger l'avait louée pour venir s'y distraire du travail formidable qu'il fournissait par ailleurs. Ce sont là des détails qui nous furent révélés par l'enquête. Mais il y a 100 à parier contre 1 qu'il fit entendre à Ivana, comme précédemment à Théodora Luigi, qu'il avait acquis, meublé, arrangé ce petit coin pour son amour du moment, le seul qui compta à ses yeux, comme toujours. Cette villa avait été certainement ce qu'on appelait dans le temps une petite maison. Elle datait du XVIIIe siècle avec un rappel du style jésuite dont les consoles renversées et les pilastres mêlaient un peu de majesté ridicule au rococo de l'ensemble. Bref, elle était d'un mauvais goût adorable sous la grisaille du temps. J'imaginais qu'elle avait dû être horrible à l'état neuf. Au fond de son nid de verdure, cette vieille chose était plaisante à trouver pour des amoureux, mais les boiseries de l'intérieur, assez bien conservées, rafistolées du reste avec art, étaient à se mettre à genoux. Les pièces du rez-de-chaussée, fort humides, étaient condamnées. On accédait au premier et unique étage par un escalier de marbre dont la balustrade de fer forgé était remarquable. Tout l'étage était des plus galants. Dans les trumeaux, bergers et bergères se bousculaient avec une audace à peine effacée. Dans la salle à manger, une merveilleuse tapisserie de Beauvais, une bergerade d'après François Boucher tenait tout un panneau. Les meubles, les fauteuils Louis XV étaient recouverts de gobelins représentant les fables de La Fontaine, d'après Oudry. Cette salle donnait directement sur la chambre à coucher, dont 2 fenêtres ouvraient sur le jardin et dont les 2 autres fenêtres donnant sur la venelle dont nous avons eu l'occasion de parler étaient toujours closes avec leurs volets fermés. Il y avait là un immense divan qui servait de lit, un tapis persan de plus haut prix et sur le mur, debout derrière le divan, une garniture de lit en satin blanc brodé d'applications de velours cerise du XVIe siècle, du plus curieux effet. Derrière la chambre,
Un cabinet de toilette, salle de bain. Une porte donnait de ce cabinet sur un escalier de service qui descendait au jardin et au sous-sol où se trouvait la cuisine. Celui-ci ne devait pas servir souvent. Les services de vaisselle et de verrerie s'y trouvaient rangés dans des armoires pleines d'ordre et de poussière.